Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre web diffusion portant sur la refonte du régime d'autorisation environnementale du Québec, au cours de laquelle on va se questionner en fait sur le fait en fait est-ce que le nouveau régime constitue réellement un allègement du régime précédent. Je me nomme Anne-Frédérique Bourret, je suis associée chez BCF et je suis accompagnée de mon collègue Jean Piette qui est avocat émérite et avocat conseil chez BCF. Bonjour. On vous remercie de nous accueillir dans vos bureaux ce matin pour nous permettre de partager avec vous les résultats de notre réflexion sur le régime d'autorisation environnementale du Québec, régime qui a été introduit, dont on parle depuis 5 ans, et puis qui s'est mis en place graduellement. Alors, on a préparé pour vous une présentation et ma collègue va commencer à vous la présenter d'abord, les premières diapos. Exactement. Une petite note, en fait, pour commencer. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. On va les prendre, on va y répondre. On veut que notre présentation soit le plus dynamique possible. Donc, n'hésitez pas. Au niveau de la présentation aujourd'hui, on va débuter en fait par passer en revue quelques dates clés en lien avec la refonte du régime d'autorisation environnementale. Mon collègue Jean vous l'a mentionné, c'est un processus qui dure depuis plusieurs années, donc on va quand même faire une courte genèse. On va également observer quels sont les objectifs généraux qui étaient derrière la refonte. On va regarder assez rapidement la structure du nouveau régime d'autorisation et ensuite on va considérer en fait les perspectives d'avenir, les considérations pratiques. On va également étudier les avantages et les difficultés auxquelles on fait face par rapport au nouveau régime. Donc, en lien avec quelques dates clés, je vous dirais que le tout a débuté en fait en juin 2015 lorsque le livre vert sur la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement a été rendu public. Le livre vert, en fait, présentait plusieurs orientations dont on va vous parler dans quelques minutes. S'en étant suivi le dépôt du projet de loi 102, qui était en fait une des plus grosses refontes en fait de la loi sur la qualité de l'environnement qu'on a vu par le passé. Là, il y en avait eu une en 2003, également une en 2012, mais en fait, c'est ces 3 grandes pièces-là en fait de législation qui ont permis en fait une refonte de la loi sur la qualité de l'environnement qui a été quand même entrée en vigueur en fait en 1972. Donc, ça faisait quand même assez longtemps qu'elle était en place avant qu'il y ait des refontes majeures qui lui aient été apportées. Puis également, il faut mentionner que tout ce qui s'appelle le régime d'autorisation environnementale, lui, n'avait jamais été modifié depuis 49 ans. En fait, aujourd'hui, 49 ans aujourd'hui, parce que la loi va avoir 50 ans l'année prochaine. Et c'est un régime qui a été introduit en 1972. Puis au début, il y avait un volet autorisation environnementale qu'on appelait à ce moment-là les certificats d'autorisation. Et puis, ce volet-là était un volet qui était relativement modeste dans la loi, mais qui a pris une ampleur considérable au cours des années. Alors, ce qui explique qu'à un moment donné, il est venu, une nécessité s'est présentée, qu'il fallait faire une refonte, surtout qu'on avait ajouté, le législateur avait ajouté plusieurs autres autorisations ou permis environnementaux au cours des années. Alors, on était rendu avec une dizaine, au moins 10 ou 12 différents permis environnementaux que la loi prévoyait. Alors, à un moment donné, les gens ont dit que ce serait peut-être bon de mettre de l'ordre là-dedans, d'unifier ça, de rationaliser ça davantage. Exactement. Donc, le projet de loi 102 a été adopté en mars 2017. Il a été en vigueur, en fait, seulement une portion, en fait, du projet de loi qui est entré en vigueur à cette date-là. La majorité des dispositions sont entrées en vigueur plus tard. En 2018, donc, il y avait une obligation, en fait, pour le gouvernement qui était prévu dans la loi de publier des règlements d'application. Il y a eu certains délais, puis il y a eu, en fait,
24 projets de règlement d'application de la loi qui ont été publiés le 14 février 2018 qui visaient en fait justement à donner effet à la réforme du régime d'autorisation. Malheureusement, ces 24 projets de règlement-là étaient un peu mal ficelés. Il y avait eu un certain défaut au niveau de la consultation des parties prenantes. Donc, ces règlements-là présentaient plusieurs, en fait, difficultés d'application. Donc, finalement, le gouvernement s'est fait renvoyer à sa table à dessin. Donc, en fait, la majorité des dispositions de la loi sur laquelle, en fait, du projet de loi 102 sont entrées en vigueur le 3 mars 2018, mais compte tenu que les règlements d'application étaient inexistants, ne fonctionnaient pas, il y a eu la nécessité d'adopter, en fait, un règlement sur certaines mesures transitoires pour l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, qui a été lui-même modifié à quelques reprises, mais essentiellement, depuis mars 2018, on fonctionnait avec un régime transitoire. Le 19 février 2020, donc, il y a eu la publication de 20 nouveaux projets de règlement d'application de la loi 102 qui ont fait l'objet, ceux-ci, de consultations publiques. Il avait été précédé, en fait, aussi de tables de co-création à laquelle a participé l'industrie. Donc, l'industrie a eu son mot à dire avant que ces projets de règlement-là soient publiés. L'industrie et les autres intervenants. Parce que les intervenants municipaux ont été appelés à la table, les intervenants agricoles, les intervenants, les ONG, tous les groupes d'intérêt ont été appelés à contribuer à l'exercice dit de co-création, où les différentes parties donc, ont mis la main à la pâte pour effectivement façonner, on parlait de co-créer les nouveaux règlements. En réalité, c'est contribuer de façon importante à la conception et à la rédaction des nouveaux règlements. Ces règlements-là ont été adoptés en août 2020, donc ça fait quand même ça fait seulement quelques mois, y compris le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, qu'on va appeler aujourd'hui le REFI pour fin de simplification. Ce règlement-là, c'est vraiment le cœur, en fait, là, de la réforme du régime d'autorisation environnementale. Il est entré en vigueur pour la majorité des dispositions le 31 décembre 2020, donc il y a simplement quelques mois. La majorité d'autres dispositions, par contre, vont entrer en vigueur le 31 décembre 2021, plus particulièrement, en fait, les dispositions du REFI qui concernent les renseignements et les documents qui sont exigés en vertu des différentes autorisations. Je vous en ai parlé tantôt. Le livre vert, en fait, ça a été le premier document qui a amorcé la refonte de la loi sur la qualité de l'environnement. Il y avait différents objectifs derrière cette refonte-là. Je ne vais pas nécessairement tous vous les énumérer, mais il y en a certains qui sont plus intéressants pour nos fins aujourd'hui, notamment le point numéro 3, qui est accentuer la modulation du régime d'autorisation environnementale en fonction du risque environnemental. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le nouveau régime. Également, accroître l'information disponible sur les autorisations et les occasions d'intervenir pour le public et plus particulièrement, simplifier les autorisations et les processus d'analyse. Et enfin, revoir les responsabilités du ministère et des initiateurs de projets. C'est des éléments, en fait, qui vont faire partie de notre réflexion aujourd'hui. Ces objectifs-là ou ces orientations-là qui se trouvaient dans le livre vert, et on va se questionner sur s'ils ont été réellement rencontrés ou non. Je vais maintenant céder la parole à Jean. Okay. Bon, alors ici, on va regarder brièvement la structure du nouveau régime d'autorisation environnementale. Plusieurs d'entre vous êtes peut-être déjà au courant, mais je pense que ça vaut la peine de faire un petit rappel ici pour qu'on comprenne bien là, c'est quoi les nouveaux paramètres de ce régime d'autorisation environnementale. Comme ma collègue l'a mentionné, c'est un régime qui est conçu en fonction du risque environnemental. Alors, on voit ici dans la première colonne à gauche 4 niveaux de risque. Risque élevé, risque modéré, risque faible, risque négligeable. Dans la colonne du milieu, on indique quel est le mécanisme d'encadrement qui correspond au niveau du risque. Et dans la colonne 3, on voit là, qui a la responsabilité relative à ce régime-là. Le premier, le risque élevé,
Le mécanisme d'encadrement, c'est la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Et il y a un règlement qui a été adopté à cette fin. Et c'est le gouvernement qui délivre l'autorisation dans ce cas-là. Donc, quand on parle du gouvernement, on s'entend bien, c'est le Conseil des ministres qui rend la décision à l'égard des projets qui sont réputés être à risque élevé. Là, passons à l'autre catégorie, les projets dits à risque modéré. Alors, eux, ces projets-là, c'est l'essentiel des projets dont il est question. Ceux-là sont régis par une autorisation ministérielle. C'est donc le ministre qui rend l'autorisation et c'est en vertu de l'article 22. Donc, on a conservé le même numéro d'article qu'on avait en 1972, mais simplement qu'on l'a considérablement remanié. Et comme je vous dis, c'est le ministre ou le délégué du ministre qui délivre ces autorisations-là. Et quand on parle des délégués du ministre, notamment comme le ministère a une structure régionale, c'est généralement le directeur régional qui va délivrer ces autorisations ministérielles. La troisième catégorie de risques, c'est les risques faibles. Alors ça, c'est une nouvelle catégorie qui existait auparavant de façon latente dans la loi. En ce sens qu'en 1983, on avait modifié la loi pour prévoir justement cette catégorie-là. Et il y avait un régime qui avait été prévu, un régime d'attestation de conformité environnementale. Mais ce régime n'avait jamais été mis en vigueur. Donc, les dispositions de la loi étaient là, mais ça prenait des règlements pour les rendre opérationnels. Ces règlements n'ont jamais été adoptés, donc le régime était resté sur papier. Là, il y a eu une volonté du gouvernement de dire on va passer de la forme latente à une forme active. On va en faire une véritable catégorie et on va faire en sorte que cette catégorie-là soit reconnue, qu'elle soit bien définie. Et puis, on va remettre la responsabilité de ces déclarations-là entre les mains de l'initiateur du projet. Alors, c'est plus le ministère, c'est pas le Conseil des ministres qui décide, c'est l'initiateur du projet qui doit produire une déclaration de conformité à l'égard de ces projets à risque faible. Donc, des projets à risque faible, il y a généralement des normes qui s'appliquent à ces projets-là. Et puis, le promoteur ou l'initiateur du projet doit déclarer auprès du ministre que ce projet-là est un projet qui est conforme et qui respecte les normes du ministère. Et c'est ça qui fera l'objet de sa déclaration qu'il va devoir produire auprès du ministère. Et lui, après la production de cette déclaration, 30 jours après, le projet peut commencer. L'avantage, évidemment, de ce volet-là, de cette catégorie-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre une autorisation de qui que ce soit. C'est vraiment entre les mains du promoteur de déposer sa déclaration de conformité. La quatrième catégorie, ce sont les activités à risque dit négligeable. Ça, c'est une catégorie qui a toujours existé. Depuis 1975, il y avait un règlement qui faisait des exemptions, qui exemptait d'article 22 des projets qu'on considérait être des projets à impact ou à risque environnementaux négligeables. Alors, il y avait donc une exemption qui était prévue à l'époque et qui s'applique toujours aujourd'hui, mais ce régime-là est quand même un régime qui a été considérablement amélioré et rendu plus costaud. Là encore, c'est à l'initiateur du projet de vérifier si son projet est exempté, et s'il est exempté, bien à ce moment-là, il peut l'exécuter sans poser de questions, sans envoyer de déclaration, sans demander de permis. Alors, on va regarder un petit peu cette catégorie-là des activités à risque modéré. Alors, comme je vous ai indiqué, c'est la principale caractéristique, la principale catégorie, dis-je, de ce régime, de ce nouveau régime d'autorisation environnementale. C'est les fameuses autorisations de l'article 22. Alors, le règlement de l'article 22 a été considérablement modifié. Et puis, il y a 10 paragraphes qui ont été introduits dans l'article 22. Puis ces paragraphes-là visent un certain nombre de projets. Des projets, par exemple, en milieu hydrique, des projets de matières résiduelles, des projets d'aqueduc et d'égouts. Alors, toutes des catégories différentes
qui étaient auparavant dispersés un peu partout dans la loi, bien, on les a tous ramenés au niveau de l'autorisation dans l'article 22. Donc, elles occupent, chacune de ces catégories de projets-là, un paragraphe distinct. Alors, la première catégorie, ça énumère, ce sont identifie une série d'établissements industriels qui sont visés et ce sont les établissements industriels qui nécessitaient une attestation d'assainissement auparavant. Alors, il y a une catégorie pour ça. Puis désormais, bien, l'attestation d'assainissement, on va appeler ça une autorisation environnementale. Puis le mot « permis » qu'on voyait dans la loi, il n'existe plus. On parle toujours d'autorisation environnementale. Le mot « certificat d'autorisation » ou « certificat » ou « approbation » qu'on pouvait voir dans différents articles de la loi, ça n'existe plus. On parle toujours maintenant d'autorisation environnementale. Alors, tu as les établissements donc, industriels qui sont visés par l'article 22. Les activités de prélèvement d'eau ont un paragraphe à eux. Les systèmes de traitement des eaux usées ont leur paragraphe. Les équipements de traitement des émissions atmosphériques ont leur paragraphe. Les travaux en milieu humide et hydrique ont leur paragraphe. Et il y a une série d'activités qui sont déterminées spécifiquement par règlement du gouvernement. Et ça, on va les retrouver dans le RFI. Il y a, dans l'article 22, on a maintenu un deuxième alinéa. Puis le deuxième alinéa, il soumet à l'obligation d'obtenir une autorisation environnementale toute autre activité. Alors donc, on a des activités nommées dans le premier alinéa, deuxième alinéa, des autres activités. Puis là, on reprend les critères qui étaient dans l'article 22 original de 1972. On dit que si c'est une activité susceptible d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement, donc l'activité rejette des contaminants dans l'environnement, ou l'activité fait une modification de la qualité de l'environnement sans qu'il y ait nécessairement un rejet. Par exemple, on peut imaginer que creuser une sablière ou une carrière, il peut y avoir des rejets qui accompagnent ça, mais il y a une activité de modification du sol qui s'opère. Et là, on parle donc d'une modification de la qualité de l'environnement. Alors, on mentionne, entre autres, nommément dans ce deuxième alinéa, la construction d'un établissement industriel, l'exploitation d'un établissement industriel autre que ceux visés au premier alinéa, l'utilisation d'un procédé industriel et l'augmentation de la production d'un bien ou d'un service. Alors, ce sont tous des concepts qui étaient véhiculés, qui étaient inscrits dans le premier alinéa de l'article 22 original. On les a ici maintenus dans le deuxième alinéa. Alors, cet article 22, il ressemble beaucoup à l'ancien, mais il s'en distingue également parce que la structure de l'article est différente et on a importé dans 22, comme je vous dis, tous les permis, certificats et autorisations qui étaient dispersés un peu partout dans la loi sur la qualité de l'environnement. Si je peux me permettre, il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'attendaient avec la refonte que cette espèce de libellé-là qui demeure quand même toujours un peu flou. Qu'est-ce qu'une activité susceptible? Dans certains cas, c'est très évident. Dans d'autres cas, c'est les moins. Puis on pouvait s'attendre avec le RFI qui énumère une série de projets, que ce soit plus facile à déterminer si un projet est assujetti ou non. Reste que dans les cas où justement un projet n'est pas nommément spécifié au premier alinéa de l'article 22 ou dans le RFI, on doit toujours continuer à se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il est susceptible, en fait, d'affecter la qualité de l'environnement au niveau des rejets? Exactement. La question qu'on se pose toujours depuis 1972, on continue à se la poser, mais il y a quand même beaucoup de cas où on ne se la pose plus maintenant. Tout à fait. Alors ici, c'est dans cette diapo-ci, la diapo 9, on parle des articles 3106, 31010. Donc, ça, c'est le régime de déclaration de conformité. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces activités à risque faible. Alors, il y a des articles de la loi qui régissent cette procédure de déclaration de conformité. Il y a un formulaire à transmettre. Les activités, comme on le mentionnait tout à l'heure, peuvent débuter après le délai de 30 jours. Et puis, donc, c'est une déclaration de conformité également qui porte spécifiquement sur le fait que les activités qu'on va réaliser
qui sont réputées être à risque faible, bien, sont conformes aux normes et aux conditions prévues par règlement. Après ça, il y a d'autres articles qui ont été introduits dans le cadre de la loi 102, des articles qui régissent désormais les exemptions. Il faut dire que dans la loi sur la qualité de l'environnement mouture de 1972, il y avait des exceptions, mais les exceptions étaient prévues simplement dans un règlement. Il n'y avait rien dans la loi elle-même qui établissait un régime quelconque pour les exemptions. Alors là, ici, dans la nouvelle mouture de la loi du régime d'autorisation environnementale, de la loi qui a été introduite par la loi 102, bien, il y a un régime d'exemption qui est spécifiquement prévu. Il y a 2 articles de prévus pour ça. Maintenant, il faut bien comprendre toujours que c'est par règlement qu'on identifie les activités qui font l'objet d'une exemption ou les activités qui doivent faire l'objet d'une déclaration. Puis également, le règlement joue un rôle important dans la mise en œuvre du régime qui s'applique aux activités à risques environnementaux modérés. Puis aussi, je reviens là-dessus, pour les risques élevés, là aussi, c'est un règlement. Alors, les règlements ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cette refonte du régime d'autorisation environnementale. Si je peux juste ajouter au niveau du régime des exemptions, vous l'avez mentionné, Jean, il y avait le réglement d'application. Il y avait également une série d'exemptions administratives aussi qui étaient pendant plusieurs années, pas facilement disponibles. C'était une liste un peu cachée du ministère de l'Environnement. La liste occulte. Exactement. Plus récemment, elle avait tout de même été rendue publique quand on était capable de naviguer sur le site du ministère de l'Environnement, mais reste que ça demeurait une liste d'exemptions administratives qui n'avait pas force de loi. Donc, maintenant, c'est dans un règlement, donc ça offre beaucoup plus de certitude juridique. Ben oui, effectivement. Alors, pour ce qui est du REFI, on a parlé du REFI jusqu'à maintenant. Et puis, donc, le REFI, qu'est-ce que c'est? C'est le maillon réglementaire le plus important de la modernisation du régime d'autorisation environnementale. C'est un règlement volumineux, un règlement de 370 articles. Alors, ça vous donne une idée de l'importance de ce règlement-là. Et il encadre les projets à risque environnemental modéré, faible et négligeable. Et il identifie, en fait, de façon plus précise, les projets qui sont réputés par le gouvernement être à risque environnemental modéré, faible ou négligeable. Alors, ce n'est pas vous qui allez vous poser la question si mon activité a un risque environnemental modéré, faible ou négligeable. C'est le gouvernement qui l'a fait dans le REFI. Alors, le REFI, c'est un règlement entré en vigueur le 31 décembre 2020. Alors, le règlement, donc, c'est tout récent. Il a été adopté au mois d'août l'année dernière. Il a été publié à la Gazette officielle au mois de septembre. Il est entré en vigueur le 31 décembre 2020. Mais tout ce processus-là est un processus qui se fait par étapes, mais il n'est pas tout à fait encore en vigueur. En fait, il y a des gros pans du règlement qui ne sont encore pas en vigueur. Alors, on dit qu'il est entré en vigueur depuis le 31 décembre 2020, mais il y en a plusieurs de ces dispositions qui vont entrer en vigueur 1 an plus tard, c'est-à-dire le 31 décembre 2021, de ce qui fait en sorte qu'on est présentement dans une autre situation transitoire. Et il y a eu beaucoup de transitoires depuis l'entrée en vigueur de la loi 102. Et là, on est maintenant dans une autre phase transitoire qui devrait être la phase transitoire ultime. Là, après ça, le 31 décembre 2021, à moins de modifications ou de changements réglementaires qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle, normalement, toute la refonte du régime d'autorisation environnementale va entrer pleinement en vigueur. Alors, on peut regarder ici, quand on observe cette refonte du régime d'autorisation environnementale, voir un peu quels sont les apports du REFI par rapport à l'ancien régime. Ici, ce qu'on vous donne, c'est un peu la vision du ministère. C'est dans un document du ministère. Et le ministère dit, regardez, quand on a adopté le REFI, qu'est-ce qu'il fait le REFI? Il apporte de la clarification.
Alors, ça répond à un objectif de clarification, un objectif d'une politique publique du ministère de l'Environnement, de faire en sorte qu'il y ait une plus grande clarification des obligations des citoyens, des justiciables en matière d'autorisation environnementale. Alors, on a regroupé, c'est écrit regroupement de l'encadrement des activités, meilleur repérage de la gradation des niveaux de risque environnemental. Donc, il y a cet effort de clarification et le ministère dit c'est ça qu'on a voulu faire et c'est ça qu'on considère avoir fait. Ensuite, on considère qu'on donne de la prévisibilité. Alors, les documents qui sont exigés pour qu'une demande d'autorisation soit réputée recevable par le ministère, bien, c'est spécifiquement prévu. Puis également, on officialise les activités exemptées de façon administrative, ce à quoi Anne-Frédérique référait tout à l'heure. Il y avait ces exemptions administratives un peu cachées, qu'on ne connaissait pas tellement, qui n'étaient pas publiées dans la Gazette officielle, qui n'avaient pas été adoptées par le gouvernement par règlement. Alors là, maintenant, on rend ça officiel, c'est dans le règlement. Puis il n'y aura plus de liste occulte ou cachée d'autorisation, d'activités exemptées. Et la troisième caractéristique que le ministère dit, on a optimisé. On a fait de l'optimisation. On diminue les exigences administratives. On réduit les délais. On a uniformisé les exigences. Et puis, on a pris en compte les préoccupations des parties prenantes. Et les parties prenantes, quand on réfère à ça, bien, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est les entreprises, c'est le monde agricole, c'est le monde municipal, c'est les simples citoyens. Alors, toutes ces préoccupations qui ont été exprimées ont été prises en compte. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes été reconnues, qu'elles ont toutes été acceptées, mais il y a eu un effort quand même de prise en compte. Alors, le ministère dit, notre règlement, il constitue un effort de clarification, de prévisibilité et d'optimisation. C'est ça qu'on a réussi à faire. Ça, c'est le point de vue du ministère. Alors, on peut, nous, comme observateurs, impliquer dans le droit de l'environnement, impliquer dans tous les dossiers d'environnement, faire état des avantages. Il y a une question, je pense, qui est posée. Oui, alors j'interromps tout de suite la question. La question qui tue, peut-on parler d'un allègement ou d'un alourdissement des processus? C'est justement ce dont on va discuter. Alors, on va parler des avantages et on va parler des difficultés. Alors, regardons un petit peu les avantages. Vous allez voir la réponse donc, à cette question-là. Ça s'en vient dans le reste de notre présentation. Alors, donc, nous, on considère qu'il y a eu un effort de cohérence. On a donc regroupé tous les différents permis, autorisations et attestations de la LQE dans un seul régime d'autorisation. Alors ça, donc, on reconnaît qu'il y a eu cet effort de cohérence. Il y a également une nouveauté, c'est le régime des déclarations pour les projets à faibles risques environnementaux. Il y a environ une soixantaine d'activités qui sont admissibles à ce régime de déclaration. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher un permis du ministère ou une autorisation du ministère. On dépose une déclaration, tout simplement. Puis l'avantage principal, en fait, de ce nouveau régime-là, c'est surtout de réduire, évidemment, les délais au niveau de l'obtention des autorisations. Pour ceux d'entre vous qui ont eu à déposer des demandes, vous savez que parfois, c'est plusieurs mois, si ce n'est pas plus, pour obtenir une autorisation, un certificat d'autorisation à l'époque, une autorisation ministérielle maintenant. Donc, en fait, avec le régime des déclarations pour ces projets-là, du moins, les délais de traitement sont simplifiés parce que c'est à l'initiateur, en fait, qui incombe les délais, en fait, de préparer ses propres documents. Tout à fait. Et le régime d'exemption, c'est un régime maintenant qui est transparent, qui est officiel et qui s'applique à peu près à 150 activités. Alors, ça, on voit ça comme étant des avantages du nouveau régime. Maintenant, il y a cependant des difficultés. On posait la question tout à l'heure, est-ce véritablement un allègement? Alors, regardons ça un petit peu, les difficultés du nouveau régime. D'abord, il y a la terminologie employée. On peut parler de confusion des termes. La loi véhicule le concept de projet. Donc, dans beaucoup d'articles de la loi, on dit « faites un projet, le projet, etc. » Puis la loi parle aussi d'activité. J'ai regardé ça, là. Le mot « projet »,
il est utilisé 250 fois dans la loi sur la qualité de l'environnement et dans la section qui traite des autorisations environnementales, il est utilisé 18 fois. Quand on parle d'activité, le législateur a utilisé le mot activité à 196 fois dans la loi sur la qualité de l'environnement. Puis, dans la section sur les autorisations environnementales, il l'a utilisé 35 fois. Alors, on voit que le concept d'activité est le nouveau concept en vogue. C'est le nouveau concept qui est le plus porteur dans la loi. Le législateur et le législateur délégué, surtout, met l'accent sur la notion d'activité. Puis quand on va regarder des projets d'aqueduc, d'égouts, d'établissements industriels, de n'importe quelle activité, des travaux, etc., on va souvent parler de projets, mais il va falloir regarder c'est quoi les activités incluses dans le projet ou comprises dans le projet. Alors donc, la question de la terminologie présente des difficultés et on voulait porter ça à votre connaissance. Une deuxième difficulté, c'est la lourdeur et la complexité de la réglementation. Alors là, on parle d'un règlement de 370 ou 371 articles. Et puis, on parle d'une loi et d'un régime d'autorisation qui repose également sur environ 70 règlements d'application. Puis quand je parle d'un règlement d'application, on peut mettre là-dedans certains arrêtés en conseil, ou l'arrêté ministériel, pardon, ou encore certaines politiques du gouvernement. Alors, mais qui ont un caractère réglementaire ou quasi-réglementaire. Alors, donc, on a un ensemble qui est lourd et qui est complexe. Alors, quand on parle d'allègement, c'est pas certain si on a vraiment allégé le régime. On avait un régime qui était assez simple à l'origine. Aujourd'hui, on est face à un régime qui est quand même beaucoup plus complexe et lourd que celui qui existait auparavant. Surtout quand on le regarde dans son ensemble. Quand on le regarde, on le dépece, article par article ou section par section. Là, on voit qu'il y a de la clarté, cependant, et ça, il faut l'apprécier. Mais la lourdeur et la complexité de la réglementation, il faut souligner ça également. Il y a des nouvelles dispositions également qui concernent les secrets industriels et commerciaux. Ces nouvelles dispositions ont été introduites dans la loi à l'article 23.1. Ça a été fait en vitesse, un peu à la sauvette, et c'est des dispositions qui laissent les gens sur leur faim, en ce sens que c'est des dispositions qui sont incomplètes et qui sont certainement insatisfaisantes à bien des égards, quand on regarde les droits des entreprises en ce qui concerne les secrets industriels et commerciaux. Ensuite... J'aimerais juste ajouter à ce niveau-là, en fait, justement, concernant ces nouvelles dispositions-là, c'est important aussi de comprendre que, de facto, en fait, toutes les informations qui sont déposées dans le cadre d'une demande d'autorisation sont publiques par défaut. Donc, puis c'est quand même un changement, c'est-à-dire qu'auparavant, ce type de renseignement-là était protégé par la loi sur l'accès à l'information. Donc, quand une demande d'accès à l'information était faite, le tiers, en fait, concerné avait l'opportunité de soumettre des arguments pour dire non, moi, je ne veux pas que tel et tel renseignement soit divulgué à un tiers parce que ça concerne mes secrets industriels commerciaux. Puis en fait, dans la loi sur l'accès à l'information, on vise beaucoup plus large que uniquement les secrets industriels et commerciaux. Ce qui fait qu'en vertu du nouveau régime, c'est possible d'identifier les secrets industriels et commerciaux dans le cadre de sa demande, mais c'est crucial de le faire parce que si on ne le fait pas, par défaut, ils vont être publics. Et on va en parler un petit peu plus tard. Éventuellement aussi, il va y avoir des registres qui vont être mis en place. Il y a déjà certains registres disponibles sur le site du ministère de l'Environnement, mais ils vont être beaucoup plus étoffés. Donc, les renseignements concernant les demandes d'autorisation vont être beaucoup plus facilement disponibles. Donc, c'est une difficulté du nouveau régime qui peut avoir un impact assez important pour les entreprises. Tout à fait. En ce qui concerne les délais d'autorisation, alors là, il y a certaines améliorations, d'autres éléments où il n'y a pas encore d'amélioration. Si on prend, par exemple, les projets à risque modéré, c'est toujours la norme de 75 jours qui s'applique, 2 mois et demi. Puis on sait qu'en pratique, le ministère ne respecte pas
ce délai-là dans le cas de nombreux projets. Moi, j'ai encore certains dossiers où la demande d'autorisation remonte en 2018. On est rendu en 2021 et l'autorisation n'a toujours pas été accordée, même si toutes les informations ont été soumises au ministère. Alors, le délai de 75 jours pour la délivrance d'une autorisation environnementale par le ministre ou par le directeur régional, c'est toujours, évidemment, un problème qui n'est pas résolu. Les projets à risque élevé, il y a eu des modifications au niveau de certains délais. Les délais du BAP, par exemple, avant, c'était 4 mois qui étaient prévus pour une audience publique. Là, maintenant, comme dans le cadre de la loi 102, on ajoute 2 modes de consultation différents de l'audience publique. On parle maintenant des audiences ciblées, puis on parle aussi de médiation. Bien, à ce moment-là, il y a des délais plus courts qui s'appliquent, des délais de 2 mois ou de 3 mois. Les délais imposés aux ministres aussi pour soumettre des dossiers au Conseil des ministres dans le cadre des projets à risque élevé. Mais là encore, il y a 2 options qui se présentent, 13 ou 18 mois. Ensuite, toujours dans les difficultés du nouveau régime, il y a un accroissement considérable des pouvoirs discrétionnaires du ministre. Il faut quand même être bien conscient de ça. L'ancien régime n'octroyait pas autant de pouvoir au ministre que le fait le nouveau régime. Le nouveau régime impose des délais, permet au ministre, d'imposer de façon discrétionnaire des délais pour la réalisation d'un projet, permet d'imposer des normes plus sévères que les normes réglementaires à l'égard d'un projet donné, permet d'imposer des conditions, des modifications, permet des prohibitions, des interdictions dans le cadre d'une autorisation. Et aussi, il permet de refuser des projets pour des motifs qui sont spécifiquement prévus dans la loi. Alors, on voit que le ministre a beaucoup plus de pouvoir dans le cadre du régime d'autorisation qui s'applique aux projets à risques environnementaux modérés qu'auparavant. Alors, il est évident qu'il y a quand même des sauvegardes de prévues. Il faut quand même reconnaître ça. Le ministre a ces pouvoirs-là, mais quand le ministre veut contraindre un justiciable ou un initiateur de projet en lui imposant une prohibition dans son projet ou une condition importante, le citoyen, le justiciable, a le droit d'exprimer des opinions là-dessus. Il est consulté au préalable. Le ministre va lui envoyer un avis préalable et puis il y a possibilité de contester cette condition qui est imposée par le ministre devant le tribunal administratif du Québec. Alors donc, il y a des sauvegardes pour assurer le respect des droits des justiciables, mais il faut quand même reconnaître que le ministre a des pouvoirs discrétionnaires. Quand on parle du ministre, on doit parler des fonctionnaires qui travaillent pour le ministre, qui sont ceux qui vont, en pratique, sur le terrain, être porteurs puis exercer ces pouvoirs discrétionnaires. Ensuite, un autre élément qui est une difficulté du nouveau régime, c'est la conciliation de ce nouveau régime avec la politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif de 2017 et les plans d'action 2016, 2018 et 2020, 2025. Alors, ce dont il faut être conscient, c'est que le gouvernement, en 2017, a dit « Je veux avoir une politique d'allègement réglementaire ». On trouve que nos entreprises sont soumises à trop d'exigences administratives dans toutes sortes de domaines, y compris le domaine de l'environnement. Et le gouvernement a dit il faut alléger ces exigences administratives-là. Puis, il a, en vertu de cette politique-là, mis de l'avant un plan d'action 2016-2018. Puis, il est évident que le REFI puis la refonte du régime d'autorisation environnementale s'inscrit dans cette plage d'années, 2016-2018. Puis également, il y a une autre plage d'années, 2020-2025, qui a été mise de l'avant par le présent gouvernement. Alors, réconcilier ce nouveau régime avec cette politique gouvernementale d'allègement réglementaire et administratif, bien, il y a encore, je pense, du travail à faire. Ensuite, un dernier point qu'on veut souligner ici, c'est le problème qui subsiste toujours, que de concilier ce nouveau régime-là avec le statut particulier du territoire de l'île de Montréal, qui, lui, est régi
par 2 décrets gouvernementaux qui font en sorte que la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas, ou certains éléments de la loi ne s'appliquent pas sur le territoire de l'ancienne communauté urbaine de Montréal. Et puis, et ça, c'est dans 2 domaines, dans le domaine des rejets atmosphériques et dans le domaine des rejets d'eau usée. Alors, Montréal a ses propres règles, et ces règles-là s'appliquent de façon prépondérante. Alors, il y a un problème qui existe, parce qu'on parle de vieux décrets, 81 et 87, puis on parle d'un nouveau régime. Alors, les vieux décrets ont été faits en vertu de la loi telle qu'elle existait à l'époque, mais aujourd'hui, la loi a été modifiée. Alors, il y a vraiment une mise à jour à faire, puis une conciliation à faire qui n'est toujours pas faite au moment où on se parle. Alors, je crois que tu continues. Je te remets. Oui, tout à fait. L'appareil. Donc, au niveau des perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, au courant des prochains mois, prochaines années? Il y a tout de même certaines difficultés qui émanent déjà du nouveau régime, que ce soit au niveau législatif ou réglementaire. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un projet de loi omnibus et un projet de règlement omnibus qui va venir résoudre à la pièce certaines des difficultés qui ont été identifiées jusqu'à maintenant. Il était prévu à l'origine que le règlement fasse l'objet notamment là, d'une révision en 2025, mais ça risque d'avoir lieu bien avant ça, considérant que, bon, il y a eu beaucoup d'efforts qui a été mis tout de même dans le développement du régime de réglementaire et du REFI. Reste qu'il y a des petits éléments qu'on se rend compte là, quand on dépose justement des demandes ou quand on fait face à certaines analyses en lien avec des demandes, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé un dossier récemment où on voulait déposer une demande de renouvellement à l'avance pour une autorisation de prélèvement d'eau. Le règlement sur les prélèvements d'eau prévoyait que ça devait être fait au moins 6 mois avant. Le nouveau règlement dit que c'est 6 mois avant. Donc, 6 mois avant, le au moins a été occulté. Et là, la direction régionale, ne sait pas trop quoi faire avec parce qu'évidemment, c'est un tout nouveau régime. A été consulté le département des affaires juridiques du ministère de l'Environnement. Eux non plus, en sont venus en fait à la conclusion que le règlement dit 6 mois, donc il faut déposer la demande à la date, pile poil 6 mois avant, ce qui évidemment est un peu une incongruité et qui risque de faire l'objet de corrections. Donc, c'est des petits exemples comme ça qu'on retrouve au fil du règlement et de la loi. L'autre élément aussi à envisager, puis Jean en a parlé, c'est les fameux, justement, décrets de 1981 et 1987. Ça devient assez crucial que ces décrets-là soient mis à jour rapidement, compte tenu de l'importance que, justement, les projets qui ont lieu sur le territoire de l'île de Montréal. Donc, ça va être important qu'on ait un peu plus de certitude juridique, qu'on sache où on s'en aille assez rapidement. Donc, c'est des développements qui vont être très intéressants à suivre au courant des prochains mois. Effectivement, ce qu'on peut mentionner, entre autres, à cet égard, c'est que les entreprises du Québec qui sont regroupées dans le CPEQ, qui est le principal interlocuteur des entreprises québécoises vis-à-vis le gouvernement du Québec en matière d'environnement, dans le cours de ces discussions-là, les autorités du ministère de l'Environnement ont clairement indiqué qu'elles avaient l'intention de déposer justement en 2021 un projet de loi omnibus pour apporter des corrections, des ajustements à la loi elle-même, à la loi 102. Alors donc, on peut s'attendre à avoir ce projet de loi-là dans le courant de l'année. Il l'appelle projet de loi omnibus pour les modifications à la loi elle-même. Puis pour ce qui est des règlements, où là aussi, il est apparu des nécessités de faire des ajustements, d'enlever des irritants, de simplifier certaines choses. Bien, le ministère a dit on va également déposer un projet de règlement omnibus qui va toucher toute une série de règlements. On a mentionné tout à l'heure qu'on a à peu près 70 règlements d'application de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, il y a certainement des mises à jour à faire, des ajustements à faire, et puis le ministère a dit qu'il le ferait cette année encore. Maintenant, pour ce qui est des décrets, cependant, le ministère a été saisi de la question, il est sensibilisé à la question, il est supposé y avoir des discussions qui sont en cours entre le ministère et la Ville de Montréal
pour ce qui est de trouver une façon de faire cette mise à jour. Puis une des questions qui se posent, entre autres, c'est que les décrets en question s'appliquaient à l'ancien territoire de la CUM. Et ça, c'était des municipalités qui étaient sur le territoire de l'île de Montréal. Aujourd'hui, on est en présence de la communauté métropolitaine de Montréal qui regroupe 82 municipalités. Donc, non seulement l'île de Montréal, mais toute la couronne nord et la couronne sud et est et ouest de l'île de Montréal se retrouvent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on applique le nouveau régime à l'ensemble des 82 municipalités ou à seulement à l'île de Montréal? Bon, alors, c'est pas nous qui allons déterminer ça. Des discussions sont en cours et ce qu'on espère le plus, c'est avoir des résultats prochainement de ces discussions pour savoir où le gouvernement va-t-il en ce qui concerne ce régime spécial dont bénéficie la Ville de Montréal sur son territoire. Juste pour préciser, là, c'est vraiment au niveau, ce qui concerne en fait les émissions atmosphériques et les rejets d'eau usée. Donc, ça ne s'applique pas aux autres types. Présentement, on ne sait pas s'ils vont l'élargir ou s'ils vont le restreindre, on ne sait pas. Ce serait quand même accorder beaucoup de pouvoirs additionnels à la Ville de Montréal, mais ce n'est pas à exclure. Là. Tout à fait. Donc, au niveau des considérations pratiques, en fait, ce qui est ressorti de nos discussions, à Jean et moi, lorsqu'on a préparé la présentation, c'est que... Oui, parce qu'on voulait être pratique aujourd'hui. On essayait non seulement parler de théorie, parler de droit, de choses abstraites, mais on se disait, on veut être pratique parce que nos clients, finalement, là, ils se disent, il y a tous ces changements-là. Pratiquement, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Là? C'est ça. Donc, d'ici le 31 décembre 2021, on l'a déjà mentionné plus tôt dans la présentation aujourd'hui, on fait face à une période intérimaire pour les demandes d'autorisation. Ce que ça signifie concrètement, c'est que quand on va dans le REFI, puis on essaie de déterminer là, est-ce que mon activité elle est assujettie à une autorisation ministérielle, est assujettie à une déclaration de conformité ou elle est exemptée. Dans les deux premiers cas, donc quand on fait face à une autorisation ministérielle ou à une déclaration de conformité, il y a une série, en fait, puis les listes sont très longues de règlements et de renseignements et d'informations à transmettre pour les fins de la demande d'autorisation pour qu'elle soit considérée recevable. Donc, ces dispositions-là, on l'a mentionné, ne sont pas encore en vigueur. Il y a des dispositions transitoires qui existent, qui demandent quand même une bonne réflexion, là, parce qu'il y a beaucoup de références qui sont faites à quels sont les documents qui doivent être déposés. Il y a un peu de gymnastique intellectuelle. Il y a beaucoup de gymnastique intellectuelle. Donc, quand on mentionnait tantôt qu'il y avait une volonté qui avait été faite de clarifier, de simplifier, oui, dans une certaine mesure, reste qu'il y a beaucoup de références qui est faite à l'intérieur du REFI, à la loi, entre des dispositions du REFI, ce qui amène beaucoup puis moi je dis c'est un peu un jeu de serpent et échelle, mais j'en dis gymnastique intellectuelle, ça revient un peu au même. Faut se poser beaucoup de questions lorsqu'on étudie premièrement ce qu'on est assujetti et présentement, à l'heure actuelle, quels sont les renseignements à transmettre. Au 31 décembre 2021, cette situation-là risque d'être réglée. Donc, cette problématique-là ne sera plus, on l'espère. Autre élément aussi à envisager, puis on l'a mentionné là, au niveau de la période intérimaire, au 31 décembre, il va y avoir aussi, c'est la volonté du gouvernement de mettre en place leur prestation de services électroniques. Puis c'est prévu dans le règlement également qu'à cette date-là, les demandes vont être déposées de manière électronique. En fait, il va y avoir en principe des formulaires qui vont pouvoir être remplis en ligne. Les documents vont pouvoir être joints, ce qui risque de faciliter les délais de traitement. Et c'est en fait ces renseignements-là qui vont permettre de mettre en place les fameux registres qu'on attend parce que les renseignements vont être disponibles de manière électronique assez facilement. Donc, c'est un développement à suivre. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Il y a une volonté du ministère, effectivement, de quitter le papier et d'être complètement en virtuel, en électronique, pour tous les dossiers qui sont présentés. Une question est posée. Je vais juste aller la regarder. Désolée, ça fait un petit peu trop longtemps. Que recommandez-vous aux propriétaires et gestionnaires d'entreprises dans la gestion, planification de leur activité face à ces changements importants? Bien, c'est justement les points, en fait, que j'allais aborder à l'instant. Donc, justement, il y a la nécessité pour tous les initiateurs de projets, que ce soit là, des gestionnaires d'entreprises ou autres,
de suivre des formations sur le nouveau régime d'autorisation environnementale. On ne veut pas prêcher pour notre paroisse, mais... Mais on dit, regardez, c'est incontournable. Ils ont conçu un nouveau régime fort complexe, fort lourd, et c'est impossible de s'y retrouver sans avoir des formations qui vont nous permettre de mieux le comprendre, de mieux voir comment il fonctionne, de mieux voir les interrelations entre les différents articles de la loi, les pouvoirs du ministre, les règlements, les projets assujettis à un régime ou à un autre régime. Alors, on n'a pas le choix, on ne va pas s'en sortir. Il faut aller chercher des formations pour comprendre comment le régime s'articule, comment il fonctionne, comment il s'applique. On ne peut pas passer à côté. Non, puis il y a des formations aussi qui peuvent être ciblées par un domaine d'activité plus précis parce que le REFI, notamment, est divisé, en fait, en différentes sections. Donc, il y a des sections qui s'appliquent vraiment à certaines activités industrielles particulières, d'autres sections qui vont concerner des projets qui sont réalisés dans certains milieux précis, donc, par exemple, les milieux hydriques et humides. Donc, il y a moyen aussi, dépendamment de la nature de vos activités, de cibler un petit peu plus, en fait, ces éléments-là, plutôt que d'aller dans une formation là, plus générale sur l'ensemble du REFI avec des dispositions qui sont peut-être moins pertinentes pour vos fins. Puis, une chose, quand on parle de différentes formations, il y a toutes sortes d'organismes qui donnent des formations. Le cabinet, certainement, en a donné et va en donner selon les besoins qui pourraient s'exprimer. Le CPEQ donne également des formations sur le nouveau régime. Il y a d'autres cabinets d'avocats, il y a des firmes de génie conseil, il y a des organismes plus universitaires. Alors, il y a toutes sortes d'organismes qui donnent et qui offrent des formations. Je pense qu'il faut vraiment, si on a l'intention de présenter un projet et de mieux comprendre le régime, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher ces formations-là. Puis, les deux éléments suivants, en fait, rejoignent un peu ça, soit la nécessité de consulter des juristes spécialisés pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension du régime, notamment parce qu'on voulait exprimer, en fait, c'est un régime qui est assez complexe. Il y a beaucoup de références aussi à certaines dispositions qui demeurent en vigueur actuellement, mais qui sont issues de d'autres versions, notamment de la loi sur la qualité de l'environnement, donc la loi avant 2018. On réfère aussi, donc ça nécessite quelqu'un qui a déjà une très bonne connaissance du régime antérieur, savoir où se retrouver. Un peu la même chose aussi pour des projets qui ont déjà débuté. Quand on se fait questionner parfois, bon, est-ce que mon projet a été réalisé conformément à la loi? Bien, évidemment, on ne peut pas juste se référer au REFI parce qu'il y a des dispositions, il vient tout juste d'entrer en vigueur, donc il y a des portions du projet qui peuvent avoir été assujetties à l'ancien régime si elles ont été réalisées avant. Des nouvelles sections, s'il y a le projet se poursuit ou il y a des agrandissements qui sont envisagés, c'est le nouveau régime, donc c'est excessivement complexe de s'y retrouver. Puis même chose aussi, le recours à des consultations techniques pour préparer les demandes d'autorisation. Évidemment, si au sein de votre entreprise, vous avez déjà des gens techniques, il n'y a pas nécessairement nécessité d'aller recourir à l'externe, reste que tout particulièrement au niveau des renseignements qui vont être demandés puis qui vont entrer... Renseignements techniques et scientifiques. C'est excessivement technique, exactement. Donc, c'est vraiment une liste d'épiceries assez détaillée, ce qui doit être transmis pour chacun des types d'autorisation ministérielle ou déclaration de conformité. Donc, on n'a pas le choix, en fait, d'avoir recours là, à des consultants techniques ou quelqu'un qui a du moins une connaissance technique suffisante pour être en mesure de répondre aux demandes parce que ça va être excessivement important que les demandes soient complètes parce qu'elles vont devoir être, sinon elles seront jugées non recevables. D'accord. Donc, il va falloir que tout soit complet. Nouvelle question. Nouvelle question. Selon vous, la refonte remplit-elle l'objectif souhaité par le législateur? Est-ce un pas dans la bonne direction? C'est une belle question. C'est une belle question. Bien, je peux commencer, Jean, puis je suis sûre que vous allez avoir ajouté. Elle remplit l'objectif souhaité par le législateur dans une certaine mesure. Il y a quand même eu une volonté de regrouper et de simplifier. Il y a aussi une certaine prévisibilité qui a été ajoutée, notamment parce qu'on a maintenant des activités très concrètes qui sont énumérées, notamment dans le REFI. Reste que les éléments de complexité dont on vous a fait mention et les difficultés du régime, évidemment, ça ne permet pas de rencontrer pleinement les objectifs qui étaient visés à l'origine dans le cadre du livre vert. Oui.
Effectivement, je pense qu'on doit constater qu'il y a un progrès. Quand on parlait d'un effort de mettre de la cohérence dans le régime, je pense que c'est pas mal atteint. De mettre plus de transparence, je pense que c'est pas mal atteint. Par contre, le désavantage, pour l'instant, c'est la complexité du régime. Puis, il y a d'autres difficultés aussi qui sont liées à des principes nouveaux que le gouvernement a mis de l'avant dans la loi 102. Le principe nouveau important aussi qui a un impact sur les entreprises, c'est le principe de la transparence totale et du fait que désormais, toutes les demandes d'autorisation soumises au ministère sont toutes d'office public. Tout le monde peut les voir. Puis également, il faut déposer notre demande auprès de la municipalité. Alors, toute la municipalité voit tous les détails et tous les citoyens peuvent voir tous les détails de tous les projets soumis par des entreprises. Puis la seule possibilité de retirer de l'œil du public certains éléments, c'est d'identifier des renseignements comme étant des secrets industriels et commerciaux, et puis de dire ça, c'est un secret. Ça, on ne veut pas que le public, on ne veut pas que les concurrents soient au courant de ça. Alors, on demande de garder ça secret confidentiel. Mais le problème, c'est que le régime qui a été mis de l'avant, c'est qu'il dit à l'entreprise, vous allez identifier vos secrets industriels et commerciaux, certes, mais le ministre, lui, a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Puis le ministre, tout d'un coup, vous ne savez pas quand, peut-être ça peut être 3 jours après avoir déposé votre demande, 30 jours ou 3 ans après, il n'y a pas de délai, le ministre vous informe que l'information que vous avez déposée comme étant confidentielle, lui, il n'est plus d'accord. Il dit que ce n'est pas confidentiel. Alors, il dit dans 15 jours, je vais rendre ça public. Alors, vous avez un avis préalable de 15 jours, vous n'avez aucune chance d'en discuter, et puis, dans les 15 jours, c'est rendu public. Ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le ministre et que vous ne voulez pas que ces renseignements-là soient divulgués au grand public ou à des concurrents, bien, vous n'avez pas le choix que d'aller en cour supérieure et demander une révision judiciaire ou une injonction pour éviter que ces informations-là ne fassent partie du domaine public. Alors ça, c'est un gros problème qui a été introduit dans la loi 102 puis qui n'est toujours pas réglé à l'heure actuelle. Exactement. Donc, on espère en fait qu'il va être réglé, mais je n'ai pas l'impression que c'est dans les plans nécessairement du gouvernement. On vit d'espoir. Et puis, comme le ministère nous parle d'un projet de loi omnibus qui apporterait des ajustements, bien, on souhaite qu'il y ait davantage d'équilibre d'introduit dans ce nouveau régime de l'article 23.1 sur les secrets industriels et commerciaux, qui est vraiment fait du ministre le seul juge, sans appel, du caractère secret ou confidentiel de vos informations. Alors, on continue la page suivante, je pense. Oui, bien en fait, c'était ce point-là donc qu'on devait discuter. Donc, je pense qu'on l'a fait amplement, en fait, justement, qui était une des considérations pratiques, puis qui est, selon nous, une des difficultés majeures, si on ajoute également au fait de la complexité, en fait, du régime actuel, malheureusement, qui n'a pas atteint pleinement l'objectif, même si, comme on l'a mentionné, il y a un effort quand même considérable qui a été mis de l'avant de la part du gouvernement. Reste aussi que c'est un régime, malgré les critiques qu'on peut faire, qu'on va être pris avec, là. Ouais. Donc, il faut se rendre à la raison que c'est le régime avec lequel on risque de devoir travailler pour... si on se fie si le passé est garant de l'avenir, on va être prêt avec ce régime-là peut-être pour un autre 50 ans. On espère que non, là, mais... Non, j'ai comme l'impression que le régime ne sera pas figé. Et d'ailleurs, l'idée d'avoir un projet de loi omnibus, c'est justement pour apporter des ajustements à la loi. Puis je pense que des critiques qui ont été soumises au gouvernement, le gouvernement va réagir en apportant des ajustements. On l'espère sur la question des secrets industriels et commerciaux, mais on l'espère aussi pour assurer pleinement la cohérence entre les autres dispositions de la loi, tout ça, pour que le régime soit plus facilement compréhensible et accessible pour les entreprises. Reste que la facture générale du REFI,
je ne vois pas qu'elle ne sera pas appelée à... Il y a une complexité inhérente à cette façon de travailler. Et puis, on essaie d'alléger des choses. Puis, évidemment, ce qui est allégé, comme par exemple les projets assujettis, il n'y a qu'à une déclaration, puis l'autorisation, ça, c'est un progrès. Les projets qui sont exemptés, là, on le sait, 950 projets qui sont exemptés, ça aussi, c'est un progrès. Alors, il faut reconnaître ces progrès-là. Tout à fait. Donc, je pense que c'est la fin de notre présentation. On a quand même répondu à quelques questions. Il y en a une autre. Oui, il y en a quelques-unes qui sont rentrées. Donc, cette réforme conserve bien la possibilité de payer pour la destruction de milieux humides. Si oui, les montants ou facteurs sont-ils les mêmes? Bon, évidemment, les principes de la loi qui ont été introduits par d'autres lois, la loi 132 et autres, là, font en sorte effectivement qu'il y a une préoccupation du gouvernement, de l'État, pour ce qui est de la protection des milieux humides et des milieux hydriques. Et puis que s'il y a atteinte à ces milieux-là, le principe, c'est qu'il faut compenser l'atteinte par le paiement de certaines sommes d'argent. Mais évidemment, il y a des critiques qui ont été élevées, entre autres, quant au montant des paiements qui sont prévus. Dans certains cas, c'est des montants exorbitants. Le gouvernement s'est engagé à revoir ça, puis à modifier ça, mais pour l'instant, la modification n'a pas encore été apportée. On vit l'espoir. Puis, je dois également mentionner qu'il y a un projet de loi, le projet de loi 67, qui a été déposé et puis qui a été adopté par l'Assemblée nationale, qui s'applique à toute la question des inondations, des milieux humides, des zones de mobilité des milieux humides, etc. Il y a toutes sortes de nouveaux concepts qui sont introduits. Alors, là encore, il va y avoir de la complexité dans tous les domaines des plaines d'inondation, des milieux humides, des milieux hydriques, tout ça. Et on n'est pas... Ça peut faire l'objet de formations spécifiques, ça, je vous l'assure. Oui, parce que reste qu'au-delà de la compensation, il faut tout d'abord obtenir l'autorisation pour faire des travaux en milieu humide ou détruire des milieux humides, ce qui n'est pas nécessairement gagné à l'heure actuelle. Non. On a plusieurs dossiers où on se fait demander énormément d'informations de la part du ministère pour qu'il accorde son autorisation, notamment un élément qui est assez difficile parfois à démontrer, c'est le fait que c'est le seul terrain disponible pour la réalisation du projet sur le territoire de la MRC, là, ce qui impose un fardeau assez lourd là, à un promoteur de démontrer en fait qu'il n'y a pas d'autre terrain pour la réalisation du projet. On est capable là, de développer... Semble-t-il qu'on veut s'éloigner de ça. Semble-t-il qu'on veut s'éloigner de ça. Ben, je le souhaite parce que c'est un argumentaire qui est parfois assez difficile à faire. Oui, tout à fait. Donc, au-delà en fait du montant des compensations, comme vous l'avez mentionné, qui peuvent être assez faramineux dans certains cas, il y a aussi d'autres difficultés avec le régime d'autorisation concernant les milieux humides. Donc, écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Non. Donc, on vous remet. On a respecté les délais qu'on avait prévus. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Vous les adresser par écrit, par courriel ou autrement. Tout à fait. Puis, on est également disponible aux besoins aussi. Là, on en a parlé tantôt de formation. Donc, aux besoins, si vous avez besoin de formation ciblée dans vos entreprises, n'hésitez pas. On en offre également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cette fin-là. Oui, c'est une chose, effectivement, que comme cabinet, on donne souvent des formations spécialisées, bien ciblées dans des entreprises qui essayent de rejoindre les préoccupations propres aux entreprises ciblées, aux entreprises mentionnées. Alors ça, c'est une chose qu'on est en mesure d'offrir et qu'on fait effectivement déjà parce que plein de gens s'interrogent encore comment que ça marche. Et vous vous rendez compte que le nouveau fonctionnement du régime est quand même complexe. Et là-dessus, il n'y a pas eu de progrès, il y a eu au contraire une complexification du régime d'autorisation. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.